Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau débat de la SCAM. Je commence par une remarque que je ne fais pas d'habitude, mais vous aurez vu que nos deux invités étaient en permanence sur leur téléphone portable. Vous savez sans doute qu'il se passe des choses en ce moment même en Israël. Voilà. Donc, il est vraisemblable que ce qui se passe en ce moment sera dans la logique de ce que l'on va se dire. Bien. Donc, je viens de prononcer le nom de la SCAM. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette honorable institution, d'ailleurs représentée ici par son élite, la Société civile des auteurs multimédia, sachez que c'est une des grandes sociétés d'auteurs et d'autrices françaises, créée au départ dans une identification au documentaire, puis qui s'est étendue à la non-fiction, et même d'une certaine façon parfois à la fiction. En tous les cas, c'est une des grandes sociétés d'auteurs françaises. Vous connaissez au moins tous et toutes le nom de la SACEM, par exemple, pour la musique, de la SACD pour l'art dramatique, le cinéma de fiction, etc. Bien, la SCAM est de ce rang-là. Et elle a décidé de soutenir depuis déjà pas mal d'années les rendez-vous de l'histoire pour un événement comme celui-ci, qui est toujours un événement très couru. Hein, on en a la preuve encore cette année. Et aussi en ce qui concerne le soutien aux documentaires. Donc si dans cette salle, il y a des auteurs auto-institués qui ne connaissent pas encore la SCAM, c'est peut-être l'occasion, après cet événement, de demander aux représentants de la SCAM quelques précisions. Dès le début, les débats de la SCAM ont posé, en fonction de l'identité justement de la SCAM, une forme qui visiblement a convaincu, puisqu'on n'en a pas fondamentalement changé depuis plusieurs années, permettant la rencontre, la confrontation, mais de fait, jusqu'à présent, jamais sans heurts, entre deux lectures, la lecture d'un ou une journaliste, on mettra dans le mot journaliste bien des choses, hein, et d'un ou une historienne, sur un même objet d'actualité. Je cite toujours à ce moment-là, pour me faire comprendre, pour celles et ceux qui ne suivent pas ça depuis le début et qui le sachent par cœur, que la première année, c'était sur la Syrie de Hafez el-Assad, en tous les cas la Syrie de l'actualité de l'époque. Et les deux invités étaient Maurice Sartre, que beaucoup d'entre vous connaissent, historien de l'Antiquité syrienne ou de la Syrie antique, mais pas que, connaissant bien le peuple syrien, ami du peuple syrien, Jean-Pierre Philippe peut en témoigner. Et c'était Florence Aubenas, cette année-là, qui rentrait de Syrie. Oui. Alors, cet après-midi, la thématique, et vous l'avez vu, celle de l'Israël de Benjamin Netanyahou. Et évidemment, je pense que là, nous avons deux des personnalités les plus pertinentes pour un tel sujet. Je ne sais pas si on peut réunir autant de pertinence au-delà de ce cas précis. Donc, à mon avis, si on en remplace un par un autre, la pertinence va baisser. Bon. Donc, entre parenthèses, vous avez de la chance. Hein. Je voudrais être à votre place, d'ailleurs. Bien. Charles Anderlin. Alors, Charles Anderlin est un grand nom du journalisme, effectivement. Né en France, il a fait son alia, hein, on peut le dire. Et de fil en aiguille, alors qu'il avait peut-être d'autres projets, mais on ne va peut-être pas lui demander de remonter jusqu'au docteur Freud, mais alors qu'il avait peut-être d'autres projets, parce que je crois, Charles, que vous avez fait des études de médecine pendant quelque temps. Bon, vous vous êtes retrouvé journaliste en Israël, représentant ce qu'on appelait Antenne 2 à l'époque, et qui à un certain moment devient France 2. Et j'avais calculé que ça a duré 34 ans, je me trompe. Oui. 34 ans. Avant, j'étais journaliste à la radio israélienne. Voilà. Exactement. Donc voilà, ça c'est une donnée presque quantitative. La donnée qualitative est que dans le métier des journalistes, des correspondants, des grands porteurs, etc., le nom de Charles Anderlin provoque le respect. Enfin, je pense que j'en... Oui, mais il faut bien qu'il y ait un petit reste. Voilà. Et
Charles Anderlin ne s'est pas contenté d'être un journaliste du quotidien. Il a commencé par publier d'ailleurs un ouvrage intéressant dont le titre et le sous-titre disent tout, de notre correspondant à Jérusalem, sous-titre « Le journalisme comme identité ». Et effectivement, pour celles et ceux d'entre vous qui s'interrogent sur l'identité de journaliste, je pense que c'est une excellente lecture. Et puis suivront quantité d'ouvrages sur Israël, mais pas que. Je citerai en particulier Au nom du Temple, auquel Charles tient beaucoup. D'ailleurs, il peut brandir même la dernière version. Avec deux sous-titres successifs. Il y avait l'irrésistible ascension du messianisme juif. 2013. Voilà, très bien, c'est bien coordonné. Et ensuite, c'est-à-dire là, Israël et l'arrivée au pouvoir des messianistes juifs. Voilà. Je pense que c'est intitulé, parce que les sous-titres vont inspirer une partie des interventions de Charles, je le sens bien. Et puis, pour ne citer que le tout dernier texte inédit, un libelle. Vous connaissez cette collection qui est née un peu par hasard, parce qu'existait aussi Tract, chez un autre éditeur. En tous les cas, c'est très bien. Israël, l'agonie d'une démocratie, c'est très clair. C'est très clair. Et ce qui se passe en ce moment, bon. Bien, on en reparlera. Fatalement. Jean-Pierre Filiu, plusieurs d'entre vous le connaissent parce que Jean-Pierre me confirmait tout à l'heure qu'il serait peut-être à sa 10e présence au rendez-vous de Blois. Eh oui, ça mérite une médaille. Professeur d'histoire du Moyen-Orient à Sciences Po Paris, mais j'insiste beaucoup là-dessus, ayant par ailleurs, antérieurement et peut-être encore en parallèle, une vraie activité de diplomate. Ce qui n'est pas donné à tous les historiens travaillant sur la géopolitique ou les relations internationales. Et à mon avis, c'est un élément enrichissant pour l'analyse de l'historien qu'il est. On lui doit beaucoup de travaux, je pense que plusieurs d'entre vous les ont lus. En particulier, ce sont des titres d'ouvrages, ça renvoie à des préoccupations, des problématiques. La Révolution arabe, ou alors, au moment même où nous parlons, Histoire de Gaza. Histoire de Gaza. J'aime beaucoup, peut-être qu'il pouvait nous en dire un mot simplement, Le milieu des mondes, une histoire laïque du Moyen-Orient. Je trouve que ça donne une clé de la perspective de Jean-Pierre Filiu. D'abord, merci beaucoup. Merci à vous toutes, merci à vous tous. Oui, effectivement, au moins 10 rendez-vous de Blois qui m'a toujours gâté, vu que j'ai eu l'immense privilège d'y recevoir aussi bien le Grand Prix que le prix Augustin Thierry. Et l'histoire laïque, effectivement, c'est cette idée que on peut, on doit, en tout cas c'est ce que je crois, même au Moyen-Orient, s'armer intellectuellement de la laïcité pour comprendre ce qui se passe. C'est vrai qu'au Moyen-Orient, on s'arme beaucoup. Mais si ça peut être de la laïcité, c'est... Et puis je voudrais rappeler le titre, ça remonte à 2009 quand même, Main basse sur Israël. 2019. Ah, 2019. J'étais étonné par ce chiffre, j'ai mal noté. Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste. On a quand même l'impression que les deux auteurs ont écrit conjointement, et ont convergé. Je vais commencer par Charles Anderlin, si on est bien d'accord, parce que avant l'accélération toute récente des événements, comme on dit, je m'étais dit qu'on pouvait commencer de façon assez classique par une présentation biographique du héros, Benjamin Netanyahou. Et Charles a tout de suite dit qu'il y a un nom qui, non pas se cache, mais qui se profile, une grande ombre, derrière le nom de Benjamin Netanyahou, c'est celui de, je ne me trompe pas, Benzion Netanyahou. Alors. Tout à fait historien. Maintenant, d'abord, merci au Rendez-vous de l'Histoire de Blois, merci à la SCAM, dont je suis sociétaire, de m'inviter. Je suis très honoré. Journaliste invité à discuter avec des historiens, pour moi, c'est important. Nous habitons à Jérusalem, rue à Palmar, à Jérusalem-Ouest, à 100 mètres d'une maison qui était la maison familiale de la famille Netanyahou. À côté, la pâtisserie, il y a une espèce d'hôtel
destiné à ce héros, les Netanyahou, avec des photos, de temps en temps. Hôtel AUTEL. On est d'accord. Tout à fait. Netanyahou, l'Israël de Netanyahou, nous vivons dedans. Nous l'avons vécu. Journaliste, à l'époque, il donnait encore des interviews quand il était diplomate débutant. Je l'ai interviewé, rencontré. J'ai eu 2-3 interviews très importantes avec lui pour des films que j'ai diffusés. Le rêve brisé à France 2 et puis la suite. Netanyahou, je connais. À un moment donné, d'abord Netanyahou a fait une longue traversée du désert après avoir perdu les élections en 96. Il est revenu au pouvoir en 2000. Il a perdu les élections en 99. Il est revenu au pouvoir en 2009. Et cette fois, c'était un Netanyahou différent. Il avait perdu le pouvoir parce que Premier ministre élu en 96, presque par hasard, il avait 1% de différence face à Shimon Peres qui avait fait une campagne électorale catastrophique. Netanyahou, Premier ministre, c'était le Netanyahou qui, quelques mois auparavant, était à la tête de manifestations où on scandait « Mort à Rabin ». C'est le Netanyahou qui était à la tête d'une autre manif avec un grand panneau « Mort à Arafat ». Et maintenant, Netanyahou est élu. 96. Il y a aux États-Unis Bill Clinton qui veut que le processus avec les Palestiniens continue. Arafat est là. Les Israéliens, dans leur ensemble, veulent la paix, veulent que ça continue. Et Netanyahou se trouve littéralement tiraillé entre l'idéologie familiale, dont je vous parlerai dans un instant, et la contingence politique et diplomatique. Je ne peux pas tout casser. Donc Netanyahou ravale sa salive, va serrer la main d'Arafat, il y a des accords, il renonce à une partie de Hébron, et ça, ses alliés de droite, les religieux, les sionistes religieux ne le lui pardonneront jamais, et il perd les élections en 99. Passe 10 années, on les saute, il revient au pouvoir, et là, cette fois, la situation est différente. Arafat n'est plus là. L'affaire palestinienne, après la seconde intifada, les morts, les attentats suicides, etc., l'affaire palestinienne n'est pas au devant de l'actualité, dans la paix avec les Palestiniens n'est pas dans la tête des Israéliens dans l'ensemble. Et surtout à ce moment-là, on a la montée très importante au sein de la société et de la politique israélienne de ce que j'appelle le sionisme religieux. C'est la vision selon laquelle la terre d'Israël, c'est-à-dire la Cisjordanie, n'appartient qu'aux Juifs. Il ne peut pas y avoir d'État palestinien. Une petite parenthèse pour le Hamas, il ne peut pas y avoir d'État juif en terre d'islam. Ils sont face à face. Et après le retrait de Gaza, qui a été décidé par Ariel Sharon, 2005, évacuation des colonies de Gaza, ce mouvement sioniste religieux fait son examen de pensée. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le public israélien était majoritairement en faveur du retrait des colonies, et on avait même près de 70% d'Israéliens qui pensaient que c'était le début de l'évacuation des territoires et peut-être qu'on avançait vers la paix avec les Palestiniens. Pour ces sionistes religieux, c'était la catastrophe. Il fallait absolument commencer à conquérir les institutions de l'État d'Israël. 2005, je le raconte dans mes 2 livres, c'est les idéologues et les rabbins sionistes religieux décident nous devons nous lancer à l'assaut de la justice israélienne et aussi des médias. Pendant 10 ans, c'est l'infiltration, c'est avancer. Netanyahou 2009 au pouvoir, il commence à parler d'une grande idée qui a été lancée par les sionistes religieux, c'est Israël n'est pas l'Israël de tout le monde, Israël c'est l'État-nation du peuple juif, où les juifs ont la priorité par rapport aux non-juifs. C'est l'idée d'une loi discriminatoire. Elle est avancée dans les coulisses. Il y a un lobby à la Knesset, au Likoud. Netanyahou est d'accord. 2014, il a un gouvernement avec quelques centristes
Yair Lapid, qui est aujourd'hui le chef de l'opposition, et Tzipi Livni, ancienne Likoud, ancienne proche d'Ariel Sharon, ministre de la Justice, qui, elle, pense que cette loi est une loi discriminatoire, antidémocratique et antisioniste. Crise gouvernementale, Tzipi Livni et Lapid sont limogés, ils passent dans l'opposition. Netanyahou arrive à former un premier gouvernement très à droite avec seul un vague élément centriste. La loi sera votée en 2018. C'est une loi qui effectivement discrimine les non-juifs. Les localités israéliennes, le développement des localités israéliennes juives a l'avantage sur le développement des autres. La langue arabe perd l'égalité qu'elle avait avec la langue hébraïque. Et là, j'ai commencé à m'intéresser d'où vient cette vision de Benjamin Netanyahou et son père. Son père est mort à l'âge de 102 ans, à côté pas très loin, à côté de chez moi, rue à Portsim, la petite maison familiale. Et la nuit, après son décès, je passe et je vois la sécurité du Premier ministre. Pourquoi ils sont là? Et le lendemain encore et encore. Et j'appelle un copain proche de Netanyahou, c'est qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il s'imprègne des écrits de son père. Ben Sion, années 20 et 30, étudiant en histoire, en littérature hébraïque, est dans le bouillonnement idéologique de cette année. C'est la petite communauté juive de Palestine. On a, on peut dire à gauche, l'équipe qui tient l'agence juive, qui prépare l'État qui viendra, Ben Gurion et les autres. On a une opposition à droite qui est totalement opposée à la vision universaliste du juif de Ben Gurion et qui, au contraire, a une vision totalement nationaliste, ultranationaliste. Il ne s'agit pas, comme le veulent les sionistes travaillistes qui font des kibbutzim, qui travaillent la terre. Nous devons faire de nouveaux juifs fiers qui savent combattre. Le chef de ce mouvement s'appelle Vladimir Jabotinsky. Il faut retenir le nom, c'est important. Et il a créé donc ce mouvement opposé à toute l'équipe de Ben Gurion. Ça se passe pas très bien, ils sont à couteau tiré. Maintenant, au sein même du mouvement de Jabotinsky, et ça très peu sont allés l'étudier, je crois qu'il y a 2 ou 3 travaux américains là-dessus, il y a un peu en Israël, parce qu'on n'a pas beaucoup de matériel pour travailler dessus. On a un petit groupe qui est encore plus extrémiste. Jabotinsky, tout en étant pour la création d'un État d'Israël fort, dans les limites prévues à l'origine par les Britanniques, c'est-à-dire au moins du Jourdain à la mer, sinon au-delà, était en faveur d'un État démocratique. Il a, en 1940, publié un projet de constitution de l'État d'Israël où le président serait juif, le vice-président arabe, les 2 langues à égalité, les 2 communautés avec des droits sociaux équivalents. Et ça, ce n'est pas du tout la loi que Benjamin Netanyahou a fait voter en 2018. Donc Netanyahou vient de ces éléments les plus durs, proches de Jabotinsky. Alors ça, j'ai retrouvé des choses assez marrantes. Jabotinsky était en Angleterre et on annonce son arrivée en Palestine et ses proches publient des papiers en disant « Ah, il est formidable, notre chef, on va l'appeler le Duce ». Le Duce, pourquoi? Parce que ces intellectuels très à droite au sein du mouvement révisionniste étaient aussi néo-fascistes. Ils admiraient le fascisme. Aujourd'hui, effectivement, ça paraît terrible, mais par exemple, j'ai trouvé dans les bulletins publiés régulièrement par ces groupes la page du fasciste. On écrit. Quand Hitler a été élu, il y en a même un qui est allé faire un édito. C'est formidable, il est très bien cet Hitler. Il va montrer comment ça marche. Vive le fascisme en Allemagne. Bien sûr, il y a quelques problèmes qu'il devrait régler. Là, Jabotinsky s'est fâché. Il a dit, si vous continuez, je vous vire tous. Alors là, ils sont allés casser les vitres du consulat américain à Jérusalem, du consulat allemand à Jérusalem. Et puis, ils ont commencé à attaquer les Allemands.
Mais à l'origine, effectivement, il y a cette vision néofasciste. Pour moi, je retrouve d'abord Netanyahou, avant d'être élu en 96, a publié 2 livres que vous citez également sur ces 2 livres-programmes, sa vision. Et en anglais d'abord, en hébreu ensuite, c'est l'affaire palestinienne a été créée de toutes pièces que pour attaquer les Juifs, que pour attaquer Israël. Pas d'autonomie, pas d'État palestinien. Non, il est totalement contre. À la rigueur, on peut laisser aux Arabes de Judée-Samarie, c'est comme ça qu'ils l'appellent, des poches où ils pourraient avoir des droits municipaux ou autres. C'est la vision de Benjamin Netanyahou en toutes lettres avant d'être élu en 96. Après 96, après, il va serrer la main d'Arafat 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis il arrive à tenir et puis à éviter de tout casser. Il a transformé les fameux accords d'Oslo en une situation qui est totalement à l'avantage d'Israël. C'est-à-dire que ces accords ne conduisent pas et ne pourront pas conduire à un État palestinien, mais permettent un contrôle par Israël de la population palestinienne de Cisjordanie. La Cisjordanie, comme vous le savez, est divisée en un certain nombre de secteurs. Il y a une zone autonome où se trouve la majeure partie de la population palestinienne, qui est administrée par l'équipe de Mahmoud Abbas. Ailleurs, c'est sous contrôle israélien pratiquement total. La situation actuelle, aujourd'hui, on parlera du gouvernement quand vous voudrez, j'ai commencé à m'intéresser énormément de près au mouvement messianique. Dans les années 90, je commence à entendre parler de cérémonies où on va, à l'occasion de Pessah, la Pâque juive, on va sacrifier un agneau. Je vais voir qui c'est. Effectivement, ce groupe sioniste religieux pense qu'on est entré, c'est la théologie qui est à l'origine de ce mouvement, c'est le sionisme, c'est le début de la période eschatologique. Le Messie va arriver, voilà. Les rabbins orthodoxes qui, au début du siècle, disaient c'est faux, se sont trompés. La preuve, l'État d'Israël a été créé, et non seulement l'État d'Israël a été créé, mais en 67, Israël a conquis les lieux saints du peuple juif. Le mont du Temple, qui est aussi Al-Aqsa, le 3e lieu saint musulman, mais aussi Hébron, Naplouse, Bethléem, tous les lieux qui sont inscrits dans la Bible. Donc ça veut dire que le Messie est sur le point d'arriver. Ce n'est pas une question de l'année prochaine, ça peut être dans les mois qui viennent. On est là-dedans. Alors j'ai commencé à les filmer, à les suivre, à les écouter, à les étudier. J'ai fait un film qui s'appelle « Au nom du Temple ». France 2, quand j'ai sorti ce livre sur le messianisme, a eu très peur de ce film. Ils l'ont diffusé un 31 mars à 23h30, après un documentaire sur une affaire sociale. Et France 2, on n'en a plus parlé. Alors avec le producteur, on l'a laissé pirater. Vous l'avez sur YouTube, vous pouvez le regarder. Je crois qu'il est encore tout à fait d'actualité. Vous les avez tous dedans. J'ai passé... mon épouse commençait à s'inquiéter parce que je passais beaucoup de temps avec ces rabbins. Aller se balader sur l'esplanade des mosquées avec un rabbin qui veut détruire les mosquées pour construire le temple, c'est intéressant. D'abord, ils m'ont tous reçu. J'ai filmé un sacrifice pascal. Alors tout ça, aujourd'hui, c'est une organisation énorme. C'est une chorale de Lévi pour la reconstruction du temple avec des trompettes d'argent. Il y a tous les ustensiles pour la reconstruction du service du culte au temple qui existent, et en plusieurs exemplaires. Par exemple, ils ont tissé les uniformes blancs à la main, en lin spécial pour les prêtres. Et j'aurais demandé, comme vous avez fait, écoute, beaucoup, parce qu'à force de sacrifier des animaux, on va se salir. Non, mais on rigole, mais c'est extrêmement dangereux.
Je ne rentrerai pas dans l'histoire purement talmudique de la vache rousse. Oui. Sauf si Jean-Pierre, qui en est capable. D'abord, la vache rousse est arrivée. Ils ont la vache rousse. Elle vient du Texas. Ces gens sont au pouvoir. Le ministre, surtout ça la question. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, attendez, ministre des Finances, c'est la main sur le chéquier. Il a un ministère délégué à la défense avec la responsabilité de l'administration civile des colons, de la population palestinienne. C'est lui qui décide où on construit ou on ne construit pas. Qu'est-ce qu'on donne ou qu'on ne donne pas aux Palestiniens? Est-ce qu'il va faire le chèque pour payer telle chose indispensable à Mahmoud Abbas? Il est raciste, homophobe et misogyne. Lorsque son épouse a mis au monde dans une maternité, il s'est plaint, je ne veux pas qu'elle accouche à côté d'une arabe, parce qu'un jour, le fils de cet arabe viendra tuer mon fils, Samuel Smotrich. Des déclarations anti-LGBT épouvantables, c'est Netanyahou qui l'a nommé. Le deuxième phénomène, c'est Itamar Ben-Gvir. Alors lui, il est l'héritier idéologique du rabbin Meir Kahana, considéré comme terroriste aux États-Unis. Il est toute la liste, raciste. Il avait dans son salon, longtemps, à l'entrée, le portrait de Baruch Goldstein. Baruch Goldstein est un terroriste juif qui a assassiné en janvier 1994 29 musulmans en prière dans le caveau des patriarches. Alors, avant la dernière campagne électorale, Benjamin lui a dit, écoute, enlève la photo, ça fait pas bien, les gens viennent chez toi, pensent que... Non. Ben, il l'a enlevé. Ensuite, Netanyahou lui a dit, puis, il faut dire à tes supporters d'arrêter de crier mort aux Arabes dans les manifs, c'est pas bien, les journalistes étrangers reprennent ça. Tu dis mort aux terroristes. Ok. Itamar Ben-Gvir est ministre de la Sécurité nationale. Il a la responsabilité des flics. Il a la responsabilité des gardes-frontières. Il a la responsabilité de l'administration pénitentiaire, y compris des prisons où se trouvent les Palestiniens. Alors, ça fait quand même un peu jaser, parce qu'un jour, il a décidé, on va fermer la petite boulangerie qui permet de donner du pain spécial pour les Palestiniens. Bon, ça a coûté des millions de plus, mais maintenant, on leur amène le pain de l'extérieur. Et alors, il a pris une grande décision, je termine tout de suite. Il a décidé de réduire le temps des douches chaudes pour les Palestiniens. Donc voilà le gouvernement israélien. Je pourrais encore continuer un peu, mais... Merci, Charles. Jean-Pierre Filiu va peut-être continuer ou pas. Je pense que sur ces questions qui touchent éventuellement à de grandes mythologies organisatrices et structurantes, il aurait beaucoup de choses à dire, parce que une des enquêtes de Jean-Pierre Filiu, il y a quelques années, portait sur la pensée apocalyptique, par exemple, du côté islamique. Donc, je laisse Jean-Pierre dire comment il voit, effectivement, puisque j'ai cité tout à l'heure le sous-titre « Mabas sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste 2019 ». Peut-être qu'il peut repartir de ça, mais au fond, c'est déjà Charles qui en a parlé. En revanche, je pense que Jean-Pierre peut avoir un point de vue légèrement décentré. Merci beaucoup. Merci à vous toutes, à vous tous. Et juste quand même, parce que il faut ne jamais oublier que pendant que nous sommes ici, il y a des femmes et des hommes qui meurent là-bas. Qu'on a beau avoir travaillé pendant des décennies sur le Moyen-Orient, croire qu'on s'accoutume à ce cycle de la violence, ça n'est pas vrai. À chaque fois, c'est terrible. À chaque fois, c'est une peine indicible. Et évidemment, tous les otages doivent être libérés inconditionnellement. Alors, quand même, sur Netanyahou, Ben Zion,
juste en écho de ce qu'a dit Charles, rappeler effectivement cette filiation qui est très forte. Le rapport de père à fils était très fort, d'autant que, excusez-moi de continuer dans la registre familiale, mais c'était pas Benjamin le fils préféré. Le fils préféré, c'était Jonathan. Jonathan, qui est mort en 1976 à Entebbe dans un raid particulièrement audacieux de libération d'otages en Ouganda, après une prise d'otages coordonnée entre un groupuscule palestinien et des extrémistes allemands. Et donc, il y a effectivement la filiation Benzion, la filiation de la droite dure du révisionnisme, mais il y a aussi un double héritage. Donc, par Benzion, si j'ose dire, Netanyahou, il vient de la minorité dans la minorité, celle qui a doublement perdu. Les révisionnistes qui ont perdu par rapport aux travaillistes lors de l'établissement de l'État d'Israël en 1948 et qui sont balayés aux premières élections à la Knesset. Mais à l'intérieur des révisionnistes, Benzion était un homme de la plume, alors que ceux qui vont prendre la main sur le mouvement, à commencer par Menahem Begin, sont des gens qui viennent de l'Irgun, qui viennent de la lutte armée. Donc, être un civil dans un groupe qui exalte la lutte armée, qui en plus a perdu face à d'autres, c'était vraiment la double peine, si je puis me permettre. Et comment Benzion l'a vécu? Benzion l'a vécu en s'exilant aux États-Unis au moment où Israël est fondé, en trouvant un peu de mal à trouver son ancrage universitaire, parce que sa thèse avait quand même quelques problèmes de méthode. Ça veut dire que c'était une thèse sur les maranes dans l'Espagne de la Reconquista, où il entendait démontrer, ce qui est pour le moins discutable, que, eh bien, de toute façon, ça n'est pas les marins n'auraient été exterminés de toute façon, qu'ils aient tenté de se convertir ou pas au moment de l'Inquisition. C'est l'histoire, une vision profondément pessimiste du destin du peuple juif comme une histoire d'holocauste au pluriel, ce qui, en même temps, effectivement, enlève la singularité de la Shoah. Bon. Mais ça veut dire que Benjamin Netanyahou va passer la moitié de ses 40 premières années aux États-Unis. Ça veut dire qu'il a donc, si j'ose dire, un logiciel américain. Il parle l'anglais absolument sans accent. D'ailleurs, à un moment, il avait laissé tomber son patronyme pour sembler s'assimiler. C'était au moment où il était dans une entreprise de literie à Boston. Mais là aussi, il y a une minorité dans la minorité. Cette expérience américaine va faire de Benjamin Netanyahou un adversaire presque acharné du judaïsme diasporique tel qu'incarné par les juifs américains. Pour lui, ce sont de mauvais juifs. Et c'est là où l'obsession des holocaustes de son père et son propre parcours vont vraiment converger. Et comme l'a parfaitement décrit Charles Anderlin, à partir de 1996, où il est élu parce qu'il maîtrise parfaitement les techniques de la communication américaine. C'est la première campagne à l'américaine. C'est une élection au suffrage universel. Il n'y en aura que 3 en Israël pour le Premier ministre. Sinon, le Premier ministre émane de la majorité parlementaire à la Knesset. Et il va triompher devant Pérez, qui ne comprend pas, dans le débat télévisé, où lui fixe la caméra, alors que Pérez fait l'erreur de débutant de débattre avec le modérateur. Et voilà, c'est ainsi, des techniques américaines. Et donc, il va se vanter de connaître si bien les États-Unis qu'il va saboter les accords d'Oslo de l'intérieur en jouant d'ores et déjà sur la scène américaine. Et avec qui joue-t-il? Il joue avec les sionistes chrétiens. Et donc, outre les sionistes messianiques à l'intérieur d'Israël, il y a cette dimension tout aussi messianique des sionistes chrétiens. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers des sionistes chrétiens, il faut savoir quand même que c'est le quart de l'électorat américain, la moitié de l'électorat républicain, et un électorat fiable, parce que c'est un électorat discipliné. Or, pour cet électorat, je cite, vous pouvez mettre tous les guillemets que vous voulez,
le retour du peuple juif sur sa terre participe de l'accomplissement des prophéties. Donc ces gens-là ne sont pas pro-israéliens, ils sont pro-salut, ils veulent leur salut. Et leur salut participe de la colonisation de la Cisjordanie. Parce que la Cisjordanie is a real Holy Land. C'est la vraie terre sainte. Le territoire d'Israël n'est pas encore assez saint. Comme l'a rappelé là aussi Charles Anderlin, c'est là que se trouvent les lieux saints, à commencer par le mont du Temple. Quand je viens d'avoir la traduction du Milieu des mondes en anglais, on s'est cassé la tête parce que l'esplanade des mosquées, en anglais, ça s'appelle Temple Mount. Et ben voilà. Ça commence comme ça, et après c'est un peu compliqué de faire dans l'œcuménisme. Donc aujourd'hui la vache rousse est arrivée du Texas. Il y en a d'ailleurs 3 au cas où. 5. Voilà. C'est la rigueur journalistique. Je m'incline. Et il faut savoir à quoi sert la vache rousse. La vache rousse, il faudra la brûler pour disperser ses cendres sur l'esplanade des mosquées, pour la purifier et reconstruire le temple. Et comme ça a été magistralement décrit, ça nous paraît tout ça un peu, un peu, voilà. Eh bien, ils y croient. Et à partir du moment où ils y croient, ça peut devenir une nouvelle réalité. Et donc Netanyahou, au bout de ces 3 années qui sont quand même pas très bien passées, quand il revient au pouvoir avec effectivement cette vision très claire qui va s'appuyer sur les orthodoxes, voire sur les messianiques. Tous les orthodoxes ne sont pas messianiques à l'intérieur, et qui va s'appuyer sur les sionistes chrétiens aux États-Unis. D'où ce divorce avec la diaspora. Parce que, on l'a bien vu, Netanyahou, par exemple, il y avait tout un accord qui avait été longuement discuté pour le mur des lamentations. Il faut savoir que, là aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, au mur des lamentations, sous l'autorité du rabbinat ultra-orthodoxe d'Israël, il y a un espace pour les femmes qui est tout à fait marginal, de même qu'elles n'ont pas la possibilité d'arborer des signes extérieurs religieux. Évidemment, elles ne peuvent pas porter la Torah. Donc, pour les autres dénominations juives, il y avait un compromis qui avait été longuement négocié par Nathan Sharansky, quand même, à la tête de l'agence juive. C'est pas n'importe qui, ancien prisonnier de Sion en Union soviétique, pour qu'il y ait cet espace. Netanyahou, en 2017, balaye tout ça. L'important, c'est effectivement ce soutien inconditionnel à l'intérieur des religieux et ce soutien inconditionnel à l'extérieur des sionistes chrétiens. Alors vous me direz, mais pourtant, le monsieur n'est pas très religieux. Regardez Trump, regardez les autres. On voit très bien comment des personnalités comme cela, c'était Ariel Sharon qui, au début, s'était entremis auprès des grands rabbins pour dire « Bon, c'est vrai, il est divorcé, il ne va pas souvent à la synagogue, etc. Mais il est bon pour les Juifs. » Et c'est quand, en 96, quand Pérez arrive à ce débat qui va être calamiteux pour lui, il ne comprend pas, parce que sur tout le trajet, il voit marqué « Netanyahou est bon pour les Juifs », ce qui était un slogan totalement inédit dans la vie politique israélienne, et qui, effectivement, se déclinait sur le plan du religieux. Alors, ce qui se passe, moi, quand j'ai proposé ma biographie politique de Netanyahou, d'abord, j'ai dû quand même argumenter, parce que, Netanyahou, mais c'est fondamental. Netanyahou, c'est un refondateur. Netanyahou, c'est vraiment quelqu'un qui a refait l'État d'Israël à sa main, jusqu'à le refonder par une loi fondamentale, vu qu'Israël n'a pas de constitution, qui est la loi de 2018 sur Israël comme État-nation du peuple juif. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est qu'en fait, il a reconstruit la politique israélienne autour de lui, au point qu'il a fallu 5 élections en 2 ans. Alors on ne va pas dire que ça, c'est un signe de santé d'une démocratie, quand on est obligé de retourner aux urnes aussi rapidement. Et il a fallu 4 élections pour arriver à le décrocher de la présidence du gouvernement, mais évidemment, à la 5e, il est revenu. Donc, c'est comme si il était tellement central autour d'Israël, dans la vie politique israélienne, qu'on ne pouvait pas concevoir l'avenir sans lui. Et effectivement, la coalition qu'il a remplacée, qui allait de l'extrême droite à l'extrême gauche, avec le soutien des islamistes arabes, c'est quand même pas rien, c'était une coalition tout sauf Netanyahou, mais qui n'avait pour seul point commun que l'opposition à l'ancien Premier ministre. Donc il est revenu par la grande porte. Et depuis qu'il est revenu,
comme Charles Anderlin l'a parfaitement rappelé, avec pour le coup des alliés messianiques, qui ont des postes régaliens. Là, il a franchi un pas encore supplémentaire dans cette dégradation des valeurs démocratiques d'Israël, d'où ce mouvement incroyable, totalement inédit, de défense de la démocratie israélienne, qui a mis plusieurs fois des centaines de milliers, donc au total des millions sans doute de personnes dans les rues, contre ce qui a été décrit comme un coup d'État judiciaire, je cite l'expression des opposants israéliens, et donc comme une lutte contre la démocratie israélienne, ce qui justifie, du point de vue de la Maison-Blanche, que Biden ait à ce jour refusé de rencontrer, autrement qu'à New York et à l'Assemblée générale, refusé d'accueillir à la Maison-Blanche l'actuel Premier ministre d'Israël, Ken Netanyahou. Jean-Pierre, Charles, jusqu'à cette minute, on est dans le cadre de ce que je pensais pouvoir développer comme discussion, base de discussion. Mais compte tenu de ce qui se passe en ce moment même, je vais vous demander votre lecture, évidemment, quand même un peu surplombante, stratégique en quelque sorte. Je commence par Jean-Pierre et Charles terminera. Alors peut-être rappeler ce qui se passe en ce moment. Donc, pour faire un résumé, je ne suis pas certain d'avoir les toutes dernières informations. Le Hamas a déclenché une guerre totale à Israël. C'est totalement sans précédent. Il y a eu donc une infiltration de dizaines de commandos en Israël même, avec à la fois des attaques, des violences, mais aussi des otages qui ont été pris et ramenés à Gaza. Et il y a au moins 22 morts israéliens dans les frappes là aussi sans précédent, lancé par le Hamas. Et évidemment, il y a d'ores et déjà des victimes palestiniennes qu'on ne peut pas à ce stade chiffrer dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Alors là, l'historien est quand même saisi d'un vertige parce que c'est le cinquantenaire de la guerre du Kippour. Et la guerre du Kippour, c'était pareil. Les Israéliens savaient parfaitement qu'il y avait une volonté de revanche de l'Égypte et de la Syrie, mais ils n'ont pas cru, alors leur propre renseignement, ils n'ont pas cru que c'était possible. Ils n'ont pas cru que la partie arabe pouvait repasser à l'offensive. Donc ça, c'est un premier parallèle. Évidemment, on n'est pas du tout dans les mêmes dimensions, fort heureusement. Dans un cas, il y avait quand même 100 000 soldats égyptiens qui avaient franchi le canal de Suez et des dizaines de milliers de soldats syriens sur le Golan. On n'est pas du tout, fort heureusement, dans ces dimensions, mais il y a quand même l'hubris, voilà, appelons-le, qui a conduit à un aveuglement de la direction israélienne. Or, excusez-moi, on va parler... Je vais quand même évoquer ma chère Syrie. Actuellement, il faut savoir que depuis quelques jours, on est à plusieurs centaines de morts. Donc au Moyen-Orient, comme partout ailleurs, quand on ne règle pas un conflit, il éclate de nouveau de toute façon. C'est comme ça. Soit il y a une paix, soit il y a une conciliation qui a été agréée par les parties, soit à un moment ou à un autre, sous une forme ou sous une autre, et généralement de la manière la plus sale et la plus lamentable, le conflit réapparaît. C'est ce qui se passe actuellement. Alors ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la façon dont Netanyahou s'était posé en monsieur sécurité, eh bien, elle est battue en brèche. Là, vraiment, l'avenir de Netanyahou se joue peut-être. Parce que Netanyahou, sous ses côtés rodomontades, c'est quelqu'un qui n'aime pas la guerre. C'est quelqu'un qui n'a jamais déclenché de guerre. C'est quelqu'un qui est revenu au pouvoir en 2009 parce que la précédente guerre de Gaza avait discrédité Ehud Olmert, qu'il a donc battu dans les élections. Et 2014, il en garde un souvenir cuisant parce que donc 2014, c'est un enchaînement. Il y a des troubles à Jérusalem, Cisjordanie, le Hamas rentre en jeu, Israël intervient à Gaza. Là, on va voir, est-ce qu'il va y avoir une occupation terrestre? S'il y a une occupation terrestre, ça peut vouloir dire des pertes très lourdes pour Israël. Or, il y en a déjà des importantes. Or, on voit bien qu'à chaque fois, le Hamas, à chaque fois,
le Hamas arrive à protéger ces structures. Donc les principales victimes sont les civils palestiniens, qui ne peuvent pas aller dans les abris du Hamas, qui ne peuvent pas profiter des systèmes d'alerte du Hamas. Et donc, il y a beaucoup de destruction. En 2014, moi j'étais allé juste après, on pouvait voir, il y avait des lignes droites qui avaient été tracées. C'était l'avancée des blindés. Résultat, rien. Résultat, un cessez-le-feu tout aussi instable que les précédents, sauf que ça avait duré plus longtemps parce que Abdel Fattah Sisi, le président égyptien, avait mis du temps à reprendre le rôle traditionnel de l'Égypte, qui est celui de négociateur de cessez-le-feu à Gaza, parce que comme il avait réprimé très durement les frères musulmans à l'intérieur de l'Égypte, il n'avait plus le même crédit auprès de Hamas, qui est la branche palestinienne des frères musulmans. Donc là, moi, en plus, ici, en campagne électorale, tout ça paraît surréaliste, une campagne électorale en Égypte, mais vu l'extrême fébrilité de la sécurité égyptienne par rapport aux malheureuses personnes qui ont dit moi je veux bien être candidat, ils se sont acharnés sur eux, ça veut dire que peut-être qu'en Égypte c'est moins calme qu'il n'y paraît. Donc une fois de plus, et juste vraiment, mais c'est tellement de l'ordre de la conviction pour moi, tous ces soi-disant réalistes qui vous disent rapport de force, stabilité, statu quo, c'est comme ça et pas autrement, passez votre chemin, vous, humanistes, pacifistes, ce n'est pas à vous d'avoir un mot à dire, eh bien, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Et c'est vraiment un crève-cœur. Charles. Merci. En octobre 1973, jeune journaliste à la radio israélienne, j'ai vécu la surprise de la guerre, qui est devenue la guerre de Kippour. Et à la fin du mois, j'étais aussi en uniforme pour finir de l'autre côté du canal de Suez. Alors, comparer ces deux événements, oui, je pense que la guerre que vient de déclencher le Hamas est infiniment plus grave, plus profonde, plus dangereuse pour Israël que les autres. D'abord, en 1973, les renseignements israéliens savaient que les Arabes, que les Égyptiens, les Syriens allaient attaquer, mais ne croyaient pas qu'ils allaient le faire. Cette fois, les renseignements israéliens, visiblement, ont été totalement surpris. C'est une surprise tactique, mais aussi une surprise stratégique. Les Israéliens avaient basé leur gestion du conflit sur la grande idée, on donne Gaza au Hamas, on le laisse travailler en Israël, on leur envoie de l'argent, ils se débrouillent, on annexe la Cisjordanie. C'est fini. Le Hamas ne veut pas ça. Le Hamas se présente comme le combattant au nom de la Palestine et au nom de l'islam, il ne faut pas l'oublier. C'est l'effondrement total de la conception stratégique d'Israël vis-à-vis du problème palestinien. Ça veut dire que maintenant, il va falloir trouver autre chose. C'est aussi, au plan intérieur, vous savez, les réservistes, face à cette attaque du Hamas, je vous garantis, il n'y a plus de pro-démocratie, anti-démocratie, tout le monde se mobilise et les gens vont au combat, y compris dans notre famille. Le Hamas, c'est autre chose. Il y a des images épouvantables qui sont diffusées de soldats israéliens capturés par le djihad, torturés et assassinés devant la caméra. Ça ne va pas arranger les choses. Il y a des dizaines de prisonniers et d'otages dans Gaza. Donc c'est une surprise militaire et également politique. Je pense que quand ça va se terminer, à un moment ou à un autre, il va falloir réfléchir. Qu'est-ce que Israël ? Le principal problème de l'État d'Israël, c'est le problème palestinien. C'est l'occupation. Il faudra arriver à un accord, déterminer une frontière entre la Palestine et Israël et Gaza, et l'accepter. Maintenant, ça veut dire combattre ce gouvernement d'ultranationalistes, de religieux. On n'a pas parlé des autres fondamentalistes qui sont les ultra-orthodoxes. Les ultra-orthodoxes veulent conserver l'autonomie de leur communauté, c'est-à-dire
dispense totale de service militaire pour leurs jeunes. Alors attendez, aujourd'hui, ce gouvernement a accordé des budgets supplémentaires à l'éducation des ultra-orthodoxes pour les jeunes qui ne font pas l'armée, qui jouent l'oiseau buveur devant des vieux grimoires en hébreu, pendant qu'ils reçoivent des bourses supplémentaires à la solde des soldats qui risquent leur peau. Et les ultra-orthodoxes veulent une loi selon laquelle il est aussi dangereux et important d'étudier la Torah que de porter l'uniforme. Donc là, il y a un problème fondamental dans l'État d'Israël. Qu'est-ce que la laïcité? D'ailleurs, les manifestations gigantesques dont tu as parlé, oui, on les connaît depuis le début. Ça a commencé un peu avant à Balfour, à côté, on voyait ça. Écoutez, 110 000 manifestants tous les samedis soirs à Tel Aviv. Depuis le début de l'année, c'est l'équivalent de près de 900 000 Parisiens manifestants tous les samedis soirs au même endroit. Et certains jours, on avait 500 000 dans l'ensemble d'Israël. Ça représente près de 3 millions de Français manifestants. C'est énorme. C'est un vrai mouvement. Il est suspendu. On réglera les comptes après ça. On ira voir qu'est-ce que l'armée a fait, pourquoi on n'était pas prêt, qu'est-ce que les renseignements ont lâché, parce que aussi c'est l'image de marque d'Israël. Le grand Israël cyber qui arrive à savoir tout ce qui se passe dans la tête de n'importe quel petit Hamas à Gaza, on ne savait pas ce qui se passait dans la tête des petits Hamas à Gaza. Les résultats, aujourd'hui, en venant ici, j'ai vu sur une chaîne israélienne des images d'un journaliste du Hamas diffusant depuis une localité israélienne. C'est hallucinant. Il y a encore des combats dans des localités où des combattants du Hamas, des commandos, sont encore en train de tuer et de prendre des otages israéliens. Pendant la guerre de Kippour, la guerre de 73, il n'y a pas une bombe qui est tombée sur le territoire israélien. Pas une. Rien. Ça s'est passé dans le Sinaï, ça s'est passé loin sur le Golan. Rien. Là, c'est en Israël même, avec des dizaines et des dizaines de morts. Les Palestiniens aussi, ça va. Il y aura plus de quartier là pendant un certain temps. Des centaines et des centaines de blessés. En venant, j'ai vu un reportage, une journaliste à un barrage près de la frontière sud, en disant les secours n'arrivent pas à rentrer parce qu'il y a encore des combats à sortir les blessés et les morts. Donc ça se passe en ce moment et ça va durer. Israël est uni. Maintenant, c'est après qu'il va falloir. Maintenant, il faut aussi dire une chose, toute cette situation arrive parce que la communauté internationale laissait faire. Jamais il n'y a eu de véritable pression pour arrêter la colonisation en Cisjordanie, si ce n'est les communiqués copiés-collés des chancelleries aux États-Unis, à Paris, ailleurs. Mais on était trop content d'avoir de bonnes relations avec le gouvernement Benjamin Netanyahou et puis de signer de bons accords pour avoir les meilleures applications cyber pour pouvoir espionner les uns les autres. Oui, voilà. Maintenant, pour moi, tout cela également a commencé parce qu'à un moment donné, la communauté internationale n'a pas compris qu'Israël venait de changer avec le vote de la loi Israël-État-Nation. Voilà, pour moi, c'est ça. On va voir où ça va aller. Merci. Nous avons 30 minutes de discussion possible, ce qui n'est pas mal. Généralement, c'est plus court, mais je pense que la conjoncture le justifie très bien. Donc, est-ce qu'il y a des micros qui circulent ou pas? Je ne vois pas de porteur de micro. Parce que, oui, je pense qu'il faudrait aller chercher peut-être les porteuses de micro. Oui, merci. Je note, mais on attend l'arrivée des micros. Si vous êtes... En attendant, je peux leur expliquer la vache rousse. Voilà. Oui. En attendant le micro, la vache rousse. C'est pas une plaisanterie. Deuxièmement, pendant 2000 ans, les Juifs ont étudié le Talmud, la Torah, etc. Il y a un passage dans l'Ancien Testament que jamais les talmudistes n'ont réussi à expliquer. Jamais. Si ce n'est que c'est comme ça et pas autrement. C'est effectivement dans le Sinaï, après avoir reçu les tables de la loi,
Moïse demande au bon Dieu, et qu'est-ce que je fais maintenant? Ben écoute, il faut purifier tout ça. Comment on fait? Tu trouves une génisse rousse pure, tu l'incinères comme ci, comme ça, avec tel bois, tel bois. Tu mélanges les cendres avec telle eau, et ça sert à purifier les prêtres, ça sert à purifier l'arche, ça sert à tout le monde. Dans l'histoire, il y a eu 9 vaches rousses. Il n'y a aucune explication. Les talmudiques, pour chaque passage de l'Ancien Testament, vous trouvez une explication. C'est pas tout à fait ça, ça veut dire ça. Là, c'est comme ça. Merci. Ouais. Non, d'abord. Oh, on va voir. D'abord monsieur, puis monsieur pour l'instant. C'est à l'autre bout de la rangée. Oui. Merci pour vos explications lumineuses. Je voudrais savoir ce que vous pourriez dire à mes élèves de 3e qui pensent, qui écrivent, qui me diront ce qui se passe aujourd'hui, c'est bien fait pour les Juifs. Voilà. Très bonne question. Qu'est-ce qu'on... Monsieur le professeur, qu'est-ce que je réponds à mes élèves qui vont me dire demain, c'est bien fait pour les Juifs? Peut-être que bon, Charles réfléchit. Non, mais Jean-Pierre a peut-être un élément. Bon. Moi, je suis israélien. Le problème de l'antisémitisme, y compris dans l'école et lycées français, c'est un problème français. C'est un problème de l'éducation. Vous êtes éducateur, vous trouverez la bonne réponse. Ok. Je suis désolé. Moi, j'étais au lycée en France. Quand on me disait sale juif au lycée, on cognait. Et à l'époque, ça ne faisait pas le journal télévisé lorsque, à Nancy ou après à Metz, un professeur était accusé d'antisémitisme. On réglait ça entre nous. Aujourd'hui, chaque chose. Débrouillez-vous avec vos élèves. Je crois qu'on touche là les fondamentaux. Alors, monsieur, c'est vous qui avez le micro, donc le pouvoir de poser une question succincte. Alors, la montée du fascisme et de l'extrême droite, elle touche beaucoup de pays aujourd'hui, y compris le nôtre. Pourquoi, parce que vous avez parlé d'une famille néo-fasciste là pour Netanyahou, pourquoi finalement en Israël cette montée est encore plus forte et est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on a une société, puisqu'ils ont quand même élu Netanyahou un certain nombre de fois, qui est de plus en plus fasciste ou d'extrême droite? Merci. Charles. Oui. Un des éditeurs des livres publiés en 93 et 95 par Benjamin Netanyahou est un monsieur qui s'appelle Yoram Hazony. Il faut retenir le nom. Américain, juif, il est devenu colon, un grand intellectuel. Il est tout à fait sur la ligne du conservatisme absolu. Il a pondu il y a 3 ans un livre « Vive le conservatisme, vive le nationalisme ». Et de cela est sorti un grand mouvement qui s'appelle le national-conservatisme. Le livre a été traduit en français de Yoram Hazony, préfacé par un avocat qui me déteste qui s'appelle William Goldnadel. Il y a des grandes conférences. C'est l'extrême droite nationaliste conservatrice. J'écris que le national-judaïsme a inventé le national-conservatisme. On y est. Dans les conférences internationales, on trouve Madame Marion Maréchal, on trouve Zemmour, Razoni à porte ouverte en Hongrie chez Orban, en Pologne. C'est la lecture des Trumpistes aux États-Unis. Oui, il y a un mouvement, et puis, mesdames, messieurs, il faut lire. Il faut regarder ce que la droite, l'extrême droite, lit. Le programme du national-conservatisme, c'est maurassien sans l'antisémitisme. Et si on regarde les grands principes, c'est pétainiste sans l'antisémitisme. Voilà. Oui, c'est là, ça se développe, et puis il faut le combattre. Jean-Pierre, éventuellement? Non? Oui. Ah.
tout presque a été dit. Voilà, juste faire attention à la dénomination fasciste. Moi, je préfère illibéral, qui en tout cas pour Netanyahou ou pour Trump me paraît plus approprié. D'ailleurs, on voit bien que Orban ou ses disciples européens sont plutôt de ce côté illibéral. Et donc, il y a cette idée qu'il faut détruire les contre-pouvoirs, la presse, évidemment la Cour suprême. Mais alors, c'est assez fascinant en Israël, parce que dans les contre-pouvoirs pour Netanyahou, il y a aussi la police, et pour cause, vu qu'il faut quand même jamais oublier que l'actuel Premier ministre d'Israël est sous le coup d'une triple mise en examen pour fraude, abus de confiance et corruption. Attendez, donc il y a une personne qui a déjà le micro, ce qui est important. Il y aura monsieur, puis je vois beaucoup de mains. Donc d'abord Oui. vous, ensuite monsieur. Une question très simple et très rapide, une petite actualisation de la vie politique israélienne. Il est où en ce moment Benny Gantz, dont on parlait beaucoup il y a quelques années? Comment il se positionne, et en tant qu'ancien militaire, est-ce qu'il est appelé peut-être à réintervenir de manière plus importante dans le contexte qu'on connaît depuis ce matin? L'ensemble de l'opposition israélienne a annoncé de Benny Gantz, Lapid, tous, qui soutenaient complètement toute initiative que l'armée et le gouvernement prendra. Point. Israël est uni. Les manifestations pro-démocratie sont suspendues. Les réservistes rejoignent leurs unités. La bataille ne fait que commencer. Israël est uni. Ce qui n'est pas surprenant. Alors, Une partie des juifs d'Israël ont enfin trouvé leurs mauvais juifs, les Ashkénazes, considérés effectivement comme des traîtres, avec des slogans particulièrement gracieux du style vous les Ashkénazes, vous n'avez qu'à retourner en Pologne en train. Cette allusion au train emportant des juifs vers la Pologne est évidemment du meilleur goût. On voit bien effectivement qu'il s'agit de détruire le sionisme historique, mais jusqu'où va-t-on? Ça, ce sont quelques excités Likoud. C'est dans le ton actuel de la droite, de l'extrême droite. C'est des manifestations de rue. C'est bon pour faire quelques sujets dans l'actualité. Mais encore une fois, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est tout à fait différent. Jean-Pierre Filieu. Oui, enfin, quand tout cela sera retombé, ne jamais oublier que Netanyahou, enfin, c'est pour ça que je me permets de revenir au prisme illibéral. Quand on voit Trump défendre les classes populaires, ou des personnalités que je ne nommerai pas en France les défendre sur le même ton, on se rend compte que peut y avoir une distorsion entre l'appartenance réelle et la cible désignée. Il n'y a pas plus Ashkénaze que Netanyahou. En même temps, il n'y avait pas plus Ashkénaze que Begin, et le grand tournant de la vie politique israélienne en 1977 se fait par une mobilisation au profit du Likoud de la population séfarade qui se sentait discriminée par les élites ashkénazes. Donc cette confessionnalisation de la vie politique israélienne, à mon avis, elle est aussi intimement liée à la dérive illibérale et à la volonté de dire, en gros, vous les séfarades, ce qui est déjà là aussi de l'ordre du cliché raciste, avouons-le, vous aimez les hommes forts, vous n'aimez pas les contre-pouvoirs, donc ceux-ci sont identifiés aux Ashkénazes. Voilà. Alors, je vois comme bon, monsieur. Ah bon, où est le micro alors? Pardon, d'accord. Oui, si je peux. Vous dites que la clé du problème, évidemment, c'est la résolution du conflit avec les Palestiniens. Netanyahou a beaucoup spéculé sur le fait qu'il n'y a pas de proposition palestinienne et que les Palestiniens sont désunis. Que propose Mahmoud Abbas? Bon, le Hamas, c'est plus clair ce qu'ils veulent, mais est-ce qu'il y a une proposition politique du côté d'Abbas? Ça, c'est pour Jean-Pierre Filieu, certainement. Oui, alors, si j'ose dire, jusqu'à ce matin, la grande victoire que croyait avoir remporté Netanyahou, c'était d'avoir totalement discrédité Abbas. Et Abbas est une personnalité qui, effectivement, fait honte à beaucoup de Palestiniens
notamment lors des dérapages antisémites qu'il s'autorise régulièrement. La dernière fois, il y a quand même une lettre de 200 intellectuels palestiniens, dont Leïla Chaïd, ancienne représentante de la Palestine en France, pour condamner ses propos. Il faut savoir que ces intellectuels palestiniens ont été traînés dans la boue par la propagande d'Abbas. Donc là, le champ de ruines physique actuel, il émerge sur le champ de ruines de la politique palestinienne. Et là, l'Europe a une responsabilité majeure. Nous avons continué, quand je dis nous, c'est nous tous, parce que c'est le contribuable européen, donc entre autres le contribuable français, à financer à fonds perdu, avec des centaines de millions d'euros par an, une autorité palestinienne totalement corrompue, totalement discréditée, qui en outre n'est fondamentalement qu'un instrument de prolongation de ce qui n'est même pas un statu quo, vu que la colonisation progresse pratiquement tous les jours. Donc il y a eu un moment, mais là encore, on a eu peur de notre ombre. Ah là là, statu quo, ah là là, stabilité. Ah, statu quo, stabilité, bonjour. Et au printemps 2021, il y avait une perspective d'élection à la présidence palestinienne. Mahmoud Abbas est en place depuis 2005, il n'a donc plus aucune légitimité. Il faut évidemment qu'il soit remplacé au plus vite. D'élection au Parlement palestinien. Le Parlement palestinien a une majorité Hamas, mais il remonte à 2006. Il est donc totalement obsolète. Au lieu d'exiger, en tant que bailleur de fonds principal de l'autorité palestinienne, que ces élections se tiennent, eh bien, l'Union européenne s'est dit ouf, les élections ne se tiendront pas. On ne sait jamais, avec des élections, ce qui peut se passer et qui pourrait être élu. Alors ça, c'est typiquement le raisonnement soi-disant réaliste qui est en fait d'un aveuglement coupable. Donc la politique palestinienne est complètement à reconstruire par ce type d'élection. Sinon, elle sera reconstruite par les roquettes. Et c'est exactement le pari du Hamas. De dire, vous voyez, maintenant, non seulement il n'y aura pas deux autorités, l'autorité de Ramallah et l'autorité de Gaza, mais il n'y aura qu'un mouvement palestinien, ce sera le Hamas. Je rappelle que le Hamas, c'est l'acronyme de mouvement de la résistance islamique. C'est-à-dire que de ce qui était un mouvement nationaliste, on va faire un mouvement islamique. Donc, je ne parle même pas de ce que ça signifie pour les chrétiens palestiniens. Donc, on a eu beaucoup d'occasions, on a toujours les occasions pour reconstituer une scène politique palestinienne digne de ce nom. Au moment des élections, de l'annonce des élections de 2021, il y a eu une ruée sur les listes électorales, de même que quand il y a eu les élections par le passé, c'était le taux de participation réel le plus élevé du monde arabe, à plus de 80%, et encore plus à Gaza, pour dire. Les gens ont envie de sortir de cette impasse mortifère. Encore faut-il qu'on leur laisse l'espace de s'exprimer politiquement. À propos de l'Europe, le scandale. L'Union européenne, la France, la Belgique et d'autres aident en secteur C, qui est normalement sous contrôle israélien, des communautés palestiniennes. Tel secteur, des Bédouins, on leur installe des panneaux solaires pour qu'ils aient un frigidaire pour pouvoir garder du fromage. Tel autre endroit, il fait très chaud, on leur installe un préfabriqué pour que les gosses puissent étudier, au moins aller à l'école. Tel autre endroit, une aire de jeu sur une colline avec des balançoires, etc. L'armée arrive, détruit systématiquement toutes les installations humanitaires mises en place par l'Union européenne en territoire palestinien. Systématique. Surtout en zone C, et maintenant ça commence en zone B. C'est une zone B qui est censée être sous administration palestinienne, mais sécurité israélienne. Cela sans parler des problèmes d'adduction d'eau, notamment dans la vallée du Jourdain, qui sont systématiquement détruites par l'armée israélienne. Et je peux vous dire que la destruction de ce qui est payé avec vos impôts, c'est tout juste si les Européens ne présentent pas l'autre joue. C'est un scandale. Parce que par-dessus le marché, j'ai toujours répété qu'il fallait cesser de financer l'autorité autonome qui ne sert qu'à faciliter la colonisation. Monsieur.
quelle est la composante électorale des partis politiques et des mouvements qui soutiennent Netanyahou? Est-ce que c'est d'origine américaine? Est-ce qu'il y a une composante russe? Est-ce qu'il y a une composante d'autres parties de la population? Israël, c'est un peu des tribus. Hein. Les orthodoxes votent en fonction de ce que les rabbins ont décidé. Vous faites comme ci, comme ça. Alors, il y a quelques jeunes étudiants qui sont un peu plus racistes que les autres et puis ils votent pour les Itamar Ben-Gvir. Les Netanyahou, c'est devenu une secte pro-Bibi. Ils peuvent dire et faire n'importe quoi. Ils voteront pour lui. Cela dit, les sondages aujourd'hui, avant l'opération, avant la guerre de ce matin, hier encore, en cas d'élection, Netanyahou et sa coalition se faisaient renvoyer. Au lieu de 64 députés sur 120, ils tombaient en dessous de 54. Donc c'est un manque absolu de soutien. Là, ça s'est cassé. Maintenant, vous savez, les résultats des élections, quand il y a une élection en Israël, je ne prends jamais de pari sur le résultat possible parce que souvent j'ai perdu. Et il faut se méfier. On ne sait jamais ce qui arrive 24 heures avant. Un attentat, une déclaration, quelque chose. Les populations dans cette région changent rapidement d'opinion. Oui, je voulais seulement rebondir sur ce qu'a dit cet enseignant. Je ne crois pas que la thèse « ils l'ont bien cherché, voilà ce qu'ils ont », etc., ça, ce n'est pas du tout franco-français. Je pense qu'une bonne partie du monde arabo-musulman, que je connais notamment comme correspondante, va réagir de la même manière. Et je voulais savoir si, donc c'est une question qui s'adresse aux deux intervenants, est-ce que le contexte géopolitique actuel ne va pas jouer? Est-ce que, par exemple, ce qui se passe ne va pas gêner notamment l'Arabie saoudite, qui s'est rapprochée, par exemple, d'Israël de façon notoire ces derniers temps? Et comment est-ce que vous voyez le contexte général géopolitique dominé pour les Européens par la guerre en Ukraine et pas seulement par la guerre en Ukraine? Comment est-ce que vous voyez la relation entre les deux? Jean-Pierre Filiu d'abord. Jean-Pierre Filiu, dont il faut dire qu'en ce moment, une des zones dans lesquelles il est le plus présent est l'Ukraine. Ben oui. D'ailleurs, je l'arbore. Alors, donc, voilà, l'Ukraine où j'enseignais tout le mois de février dernier, où je suis retourné cet été, c'est un révélateur de l'état de notre monde. Et Netanyahou a très clairement choisi son camp, c'est le camp de Poutine. Hein, ça tombe bien, il est dans le même camp avec Mohamed Ben Zayed, qui est le principal allié de Netanyahou dans le cadre des accords dits d'Abraham. Donc, il faut bien voir que Zelensky, dont on connaît les origines, n'a pas du tout trouvé en Israël le soutien qu'il croyait. Il en est amèrement déçu. Mais je peux vous dire que cette déception n'est rien par rapport aux propos que j'ai entendus dans les communautés juives à Dnipro et à Odessa. Hein, alors même que des étudiants, y compris orthodoxes, sont engagés sur le front et payent le prix du sang face à l'envahisseur russe. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on arrive peut-être à la fin de cette illusion, mais enfin, je ne sais pas si c'est comme diplomate ou comme historien, on a une capacité à renflouer les illusions, même les plus en banqueroute, qui est impressionnante, de dire qu'on peut noyer la cause palestinienne dans la normalisation avec les pays arabes. Alors déjà, on voit bien que cette normalisation, c'est une normalisation d'État à État. Pendant la Coupe du Monde de football, il n'y avait pratiquement pas un supporter du Maroc qui n'arborait pas aussi un drapeau palestinien. C'était une façon de marquer le fait que la normalisation au sommet ne valait pas adhésion des populations. Et si la paix est chaude avec les Émirats arabes unis, entre Israël et les Émirats arabes unis, c'est parce que les Émirats arabes unis sont un État sans peuple. Il y a 90% des résidents aux Émirats arabes unis qui sont des étrangers, ce que
pas du tout le cas pour l'Arabie saoudite. Donc, à mon avis, de toute façon, cette crise va repousser les questions de normalisation beaucoup plus loin, mais à supposer, parce que là, c'était devenu the talk of the town, quand vont-ils normaliser, pourquoi vont-ils normaliser, jusqu'où vont-ils normaliser. L'administration Biden ne parlait que de cela. L'administration Biden avait abdiqué toute velléité de règlement du conflit israélo-palestinien. Je crois que là maintenant, les chancelleries vont devoir très très sérieusement réviser leurs priorités et revenir à l'essentiel. Pour revenir aussi à votre question, à vos élèves, et aussi à vous, il y a une chose, l'autre jour j'ai vu un problème, un scandale à Lyon, où vous devez faire une conférence sur apartheid, et était invitée une dirigeante du Front populaire. Pourquoi ne pas inviter une ONG ou autre israélienne qui se battent quotidiennement contre l'occupation, des juifs israéliens démocrates qui existent, qui sont là, qu'on invite très peu. Avec mon épouse, on reçoit de temps en temps des délégations qui viennent nous voir, des députés de telle ou telle région. Invitez Breaking the Silence, les vétérans de l'armée israélienne qui ont fait leur service et qui parlent contre l'occupation. B'Tselem qui lutte contre ça, dont le président parfois va parler au Conseil de sécurité de l'ONU. La paix maintenant qui manifeste, qui est là, qui veut un État palestinien, qui veut une démocratie en Israël. Alors, il n'est peut-être pas nécessaire d'inviter le Hamas ou le djihad à parler à une conférence à Paris, mais si vous voulez parler de la justice, vous savez, les Palestiniens réclament la justice, les Arabes israéliens réclament l'égalité. C'est pas tout à fait la même chose. Mais vous avez... Et les manifestations en Israël, j'ai fait un papier il n'y a pas très longtemps là-dessus, les manifestations en Israël, à Jérusalem notamment, on a tous les samedis soirs 20 à 30 000 personnes, on y est tous les deux. On a des Israéliens avec kippa. L'année dernière, il y a 1 an et demi, un jeune autiste palestinien a été assassiné par un flic israélien dans la vieille ville de Jérusalem. On attendait le procès, finalement il n'y a pas de procès. Les responsables de la manifestation à Jérusalem du samedi soir ont invité la famille de ce gamin pour porter le deuil. Une des sœurs est allée au micro lire une sourate du Coran en arabe à la mémoire de son frère. C'est ça, la démocratie. C'est ça, ça existe. Maintenant, effectivement, on a eu samedi dernier un ancien député communiste qui a été formidable, puis après on a eu un rabbin sioniste religieux, mais en opposition avec la bande de dingues qui sont au pouvoir. Il y a ce mélange, ce n'est pas noir et blanc, et puis ce ne sont pas les juifs. D'abord, les juifs de France n'ont rien à voir là-dedans. Peut-être, alors, soyons clairs, je ne sais pas où est le micro, ce sera la dernière question. Donc, voilà, monsieur, à ce moment-là. Voilà. Bon, excusez-moi. On ne peut s'empêcher de se poser la question, de se demander pourquoi le Hamas a déclenché son opération maintenant, au moment où Netanyahou était fragilisé. Si cette opération ne va pas donner à Netanyahou l'occasion de retourner la situation comme il l'a déjà fait parfois, en faisant taire à la fois son opposition civile, l'opposition même des cercles de la défense dans le Shin Bet, les objecteurs de conscience, et si le danger actuel ne peut pas déclencher, je ne sais pas quelle est la situation exactement, mais des pogroms de Palestiniens par des colons qui sont armés et à qui Itamar Ben-Gvir a donné des autorisations supplémentaires récemment, il me semble. Alors, je propose que, puisque ce sera les deux dernières interventions, ce soit et Jean-Pierre et Charles qui répondent à ça, en élargissant éventuellement. Jean-Pierre ? Alors, que ce soit très clair, pour le Hamas, plus le gouvernement est extrémiste en Israël, mieux c'est. Hein. Donc, voilà. De là à dire que c'est le calcul machiavélique qu'il y a derrière ça, je pourrais pas. J'attendrai l'ouverture des archives. Vous savez. Voilà. Hein. Donc, on se donne rendez-vous dans 50 voilà. ans. Charles, dernier mot là.
Presque. L'opération du Hamas est d'abord un incroyable succès militaire. Ça fait des décennies que les Israéliens bétonnent, construisent des barrières, empêchent le creusement de tunnels. La barrière de sécurité a coûté des milliards. Ils l'ont franchie en 10 minutes, en camionnette, en moto. C'est un échec militaire colossal pour Israël. Pour moi, encore plus colossal que l'attaque arabe de 73. Les populations israéliennes civiles sont attaquées. Nous avons reçu tout à l'heure un coup de fil de notre fille. Elle a parlé à des amis à elle qui étaient barricadés dans leur abri à côté de Gaza, alors que le Hamas armé était de l'autre côté. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Alors, comment ça va réagir? Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, il y a une mobilisation massive en Israël. Où ça va aujourd'hui, demain, franchement, je n'en ai aucune idée. Aucune idée. Cela dit, oui, encore une fois, les Israéliens se mobilisent et puis on y va en dépit de ce gouvernement de dingue contre lequel l'on oppose. Et puis les ultra-orthodoxes, ils devront aussi commencer à donner un peu de leur sang à eux. Donc les grandes questions fondamentales d'Israël se posent maintenant. Bien, je n'ose pas, après... Je n'ose pas vous dire, après ces moments de discussion graves, vous dire qu'il y a des signatures. Jean-Pierre Filius signe ses livres. Charles aussi. Voilà. Donc vous pouvez continuer éventuellement la discussion à cette occasion. Merci.